Je m'appelle Freddy Joris, je suis historien de formation, auteur de pas mal d'ouvrages, notamment en histoire sociale. J'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans le patrimoine wallon et depuis 21 ans maintenant, depuis 2002, je préside ce qui s'appelle aujourd'hui le Comité scientifique d'histoire de Verviers, qui a toute une série de tâches, notamment des publications. On a publié pas mal de choses et pour le moment, nous publions à raison d'un volume par an à peu près la nouvelle biographie verviétoise. Là, c'est plutôt le travail d'historien. Et une autre grande tâche fondamentale, c'est la gestion des réserves du solvant, donc des réserves des musées et peut-être d'autres choses encore qui se trouvent au solvant. Et je me dis qu'après 21 ans, on arrive à un tournant puisque la ville va plus que probablement racheter le dernier édifice historique qui devrait également être restauré là. On est à un tournant parce qu'on essaye d'analyser les machines Cockerill qui sont sur place et qui sont au CTLM pour tenter de voir si on n'a pas là un autre trésor industriel extraordinaire, si toutes ces machines sont bel et bien de Cockerill, ce qu'il faudrait prouver scientifiquement. J'ai pensé que je pouvais maintenant passer la main, mais que c'était peut-être l'occasion de faire un bilan et d'indiquer les perspectives vers lesquelles on va, d'autant plus que ça permettra d'accompagner les vidéos que nous mettons sur notre chaîne YouTube et où on aborde d'emblée une machine textile ou d'emblée une machine à vapeur, mais sans resituer ça dans un contexte général. De là, cette vidéo complémentaire. Donc en 1965, la crise textile bat son plein à Verviers, ça veut dire qu'en quelques années, de 10-15 ans, la ville va perdre 20 000 emplois textiles en quelques décennies. Et à ce moment-là, la ville décide, tiens, nous allons créer un musée national de la laine. Et pour alimenter ce musée, elle fait appel à des dons. Il y a eu des centaines de dons pendant bien une trentaine d'années, jusqu'à la fin du siècle, des petits objets, des grands et d'énormes machines qui étaient offertes par des industriels qui fermaient, etc. Et puis, le musée a mis du temps à se concrétiser. Il n'y avait pas unanimité à Verviers, au point même qu'à un certain moment, on a imaginé de ne pas le faire, de donner tous ces dons à Gand, parce que Gand avait aussi un projet de musée. La ville a quand même poursuivi le projet. Elle a acheté l'usine Bétonville à Audimont. Elle a obtenu des crédits de la région wallonne, c'était une usine classée, pour la restaurer. Donc ça avançait. Et puis quand elle a été restaurée, il n'y avait pas d'argent pour faire l'intérieur, parce que ça dépendait de la communauté française. Alors à ce moment-là, avec le ministre qui avait à la fois le patrimoine et le tourisme dans ses attributions, Robert Collillon, et j'étais son chef de cabinet, on a cherché une solution et on a fait, à la place d'un musée de la laine, un centre touristique de la laine et de la mode. Donc c'est le CTLM qui existe toujours rue de la Chapelle. Centre touristique, ça voulait dire qu'on exposait moins de choses. Et au total, en ce qui concerne les machines, il y en a une dizaine qui sont exposées au CTLM, il y en a bien mis en valeur, il y en a une douzaine qui sont en ville le long de la Verse, et c'est le parcours Je file en ville, mais ça veut dire que sur la centaine de machines qui avaient été offertes, il en restait 80. 80 qui étaient dans divers dépôts communaux. Puis, 2-3 ans après l'inauguration du CTLM, donc ça c'était en 99, là, hein, bien en 2002, je venais de devenir le président du comité scientifique, j'allais le rester pendant 21 ans, ici j'ai décidé d'arrêter après 21 ans, on apprend que la ville s'apprête à envoyer à la casse toutes ces machines. On apprend en même temps que l'Institut supérieur textile à Séroul, qui fermait ses portes, va lui aussi vendre ses machines au prix de la ferraille. On a alerté le bourgmestre, les chefs de la culture, qui étaient tous les deux des historiens, donc ils ont été sensibles, et on a cherché où on pourrait entreposer tout ça, pour ne pas que ça parte à la casse. Et nous avons obtenu que la ville loue le premier étage du solvant,
donc une usine désaffectée. Et en 2003, donc il y a juste 20 ans, on a déménagé au Solvant toutes ces machines textiles, donc 80 machines textiles propriété de la ville, plus celles qui appartenaient à ces roules, et on les a transposées là-bas, mais ça veut dire en pièces détachées. Hein. Le Solvant, c'est une ancienne usine de dégraissage de laine. Il faut savoir que dans la seconde moitié du 19e siècle, une grosse partie de l'industrie textile verviétoise s'est réorientée vers le lavage de laine. Donc des laines arrivaient du monde entier à Verviers, étaient nettoyées à Verviers, puis étaient renvoyées à leurs propriétaires. Et en 1899, le solvant, ça a été une innovation technologique extraordinaire pour l'époque. Plutôt que de nettoyer la laine dans des grands bacs avec de l'eau, hein, et avant ça, c'était avec de l'urine même, bien plus tôt, l'innovation technologique, c'était on met la laine dans des grandes cuves, on ferme ces cuves et on envoie du naphte, donc un produit chimique, et c'est lui qui dégraisse la laine. Donc c'est le grand principe du solvant. Et l'usine fonctionne toujours, mais sous un autre nom, elle s'appelle Tretex. Et Tretex, en 1994, a décidé de quitter son emplacement historique, donc là où nous avons pu mettre les machines, et s'est installé à 150 mètres de là. Donc Tretex existe toujours, nous ne sommes pas sur un cadavre industriel, mais elle n'est plus dans ces bâtiments historiques. Et c'est donc là qu'on a réussi à mettre nos machines textiles, il y avait une logique. L'autre point important, c'est que lorsque l'usine a été, abandonnée, les responsables de l'époque, et notamment Léon Saint-Homme, qui était dans notre comité d'histoire de Verviers, a décidé de ne pas détruire, de ne pas laisser détruire les machines à vapeur. Donc toute l'installation de dégraissage de laine, elle est toujours sur place. Et ça veut dire qu'au solvant, il y avait, à partir de 2003, non seulement les machines textiles propriété communale, mais aussi et toujours ces machines à vapeur, toute cette installation de dégraissage qui, elle, restait une propriété privée. Donc on n'y a pas eu accès, mais au moins elle était là, elle était préservée. L'idée chouette qui est sortie au sein du comité, donc quand j'appelle le comité, ça s'appelle Comité scientifique d'histoire de Verviers, ça regroupait il y a 20 ans, pour moitié des anciens patrons et ouvriers du textile, pour moitié des historiens. Et puis avec les années, ça a tout doucement, il y a de moins en moins d'anciens du textile, et du coup c'est davantage aujourd'hui des historiens, avec commission, entre autres choses, de valoriser ces collections qui sont au solvant. Alors comment avons-nous fait? On a organisé en 2005 une première journée porte ouverte, et depuis on en a fait 10, de 2005 à 2023, maintenant on essaye de les faire chaque année. On a organisé une première journée porte ouverte pour appeler des anciens du textile en leur disant, si vous connaissez ces machines, si vous êtes pensionné, si vous avez du temps, même si vous n'êtes pas pensionné, mais enfin, venez nous aider à les remonter. Et ça a marché, on a créé un groupe qui s'appelle les bénévoles du solvant, mais tout le monde est bénévole, hein, dans le comité d'histoire aussi, les bénévoles du solvant, donc ils ne viennent pas à nos réunions tous les trimestres, hein, mais ils sont là tous les vendredis, depuis 2005, donc ça fait 18 ans, tous les vendredis de la belle saison, parce que le solvant n'est pas chauffé, hein, comme toutes les anciennes usines, et ils ont tout doucement, au fur et à mesure des années, remonté toutes les machines, et ils ont réussi à en faire refonctionner 2 ou 3. Il y a une petite carde qui fonctionne toujours, et c'est M. Fetways qui travaillait dessus, il a 96 ans aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans qu'il vient au solvant, il l'a fait fonctionner. Il y a un métier jacquard qui a été très patiemment remis en marche, il refonctionne, et ce que je veux souligner, c'est que pour ces travaux-là, on a toujours eu un coup de main de la part de Tretex, qui voyait ça comme étant quand même une belle image de sauvetage de patrimoine industriel, quoi.
le solvant devenait tout doucement de plus en plus connu. Hein. On avait de plus en plus de photographes amateurs, on a eu beaucoup d'urbex, ça nous posait quand même pas mal de problèmes, hein, parce qu'on dit, ah oui, mais ces gens-là ne touchent à rien, oui, mais pour entrer dans une ancienne usine, ils fracturent quand même des fenêtres et des choses comme ça. Du coup, on a fait savoir que c'était ouvert, et du coup, alors on a eu des photographes de qualité qui sont venus, qui ont fait des photos de qualité, des photos de mode parfois, etc. Le problème est que donc nous n'étions pas propriétaires, hein, c'était une location de la ville. Et puis voilà que les propriétaires privés, donc Tretex, décident de revendre les bâtiments historiques, donc l'ancien solvant, en 2014. On a eu à nouveau quelques craintes parce que certains à la ville, pas tous heureusement, disaient bon, après tout, on les redéménagerait bien ailleurs. Ça, les redéménager, ça voulait dire défaire tout le travail que les bénévoles avaient fait depuis 10 ans. Hein. Il y a même eu quelqu'un qui a dit oh, ben, c'est quand même un tas de ferraille, on pourrait liquider ça. Enfin bref. On a essayé de trouver une solution, mais nous n'avions pas les moyens de racheter. Hein. Et ce qui tombait bien, c'est que la région wallonne, à ce moment-là, cherchait des mètres carrés, mais le solvant c'est 7000 mètres carrés hein, de surface. Hein. Elle cherchait des mètres carrés pour installer une collection de machines d'imprimerie, la collection de l'ancienne imprimerie Casterman à Tournai. Ça aussi, c'était les réserves de cette collection-là. Les plus belles machines sont exposées à Tournai. Là, il restait une centaine de machines. C'était énorme, énorme. Et j'ai proposé à mon ministre de tutelle, puisqu'à l'époque, j'étais le patron de l'Institut du patrimoine wallon, qui devait trouver des solutions de tout genre pour tout ce qui appartenait à la région wallonne, comme les machines d'imprimerie, et j'ai proposé au ministre Prévost, ben, si vous rachetiez le rez-de-chaussée, on ne s'en occupait pas, on n'y était jamais, on était uniquement dans notre location au premier étage, et je proposais à la ville, si vous rachetiez, vous, le premier étage, celui qui est occupé par les machines textiles, ça impliquait 100 000 euros de la part de chacun. Mais là où la ville n'aurait pas mis 200 000, à partir du moment où la région prenait la moitié, ça allait. Pour la région, c'était très bien aussi. Elle n'avait pas besoin de s'embarrasser de tout un bâtiment, elle avait juste ce qu'il lui fallait. Et donc le grand tournant de 2017, c'est que les bâtiments historiques, en tout cas 2 sur 3 bâtiments historiques, ou 3 sur 4, ça dépend comment on considère les bâtiments, ont été rachetés en même temps par la région et par la ville. La ville nous a continué notre mission de valoriser, mais ça veut dire qu'on était en quelque sorte chez nous. Quoi. Et la condition de la ville, mais c'était tout à fait compréhensible, ça a été essayer de valoriser ça au maximum. Et c'est pour ça que depuis, on organise des journées portes ouvertes, par exemple, chaque année, excepté les années Covid, où on a eu évidemment, comme tout le monde, quelques difficultés. Le rachat fin 2017, ça a été un des derniers actes de l'Institut du patrimoine wallon, qui devenait ensuite l'Agence wallonne du patrimoine. Ce rachat a permis, du coup, de s'occuper aussi des machines à vapeur, parce que la région wallonne avait racheté le rez-de-chaussée du bâtiment à Rue. Ça veut dire qu'elle avait la place pour ses machines d'imprimerie à gauche, à droite dans les bureaux, elle comptait installer des moules de cristallerie du Val-Saint-Lambert. Mais on avait aussi obtenu que la ville rachète le bâtiment derrière. Et le bâtiment derrière, c'est là que se trouvent les machines à vapeur. Malheureusement, à ce moment-là, la région n'a pas racheté le bâtiment adjacent aux machines à vapeur, c'est-à-dire là où se trouvent les chaudières et la cheminée, alors que c'est un tout, chaudière, cheminée, qui alimentait les machines à vapeur pour les faire fonctionner jusqu'à la création de l'intervapeur dans les années 30. Donc les chaudières, ça fait presque un siècle qu'elles sont là à l'arrêt. Les machines à vapeur, c'est un trésor d'archéologie industrielle exceptionnel en Europe. On a là 6 machines à vapeur, il y en avait 11 au total dans tout le bâtiment, mais ce sont 6 énormes machines à vapeur, plus une petite machine à eau, une petite machine hydraulique, donc ça fait 7 machines. Elles sont, comme on dit, dans leur jus, c'est-à-dire qu'elles sont exactement à l'emplacement où elles ont été installées en 1900, ou 1899-1900, à l'époque de la création du solvant, et donc nous sommes presque 125 ans après, elles sont toujours là et c'est toujours les mêmes outils, etc. etc. C'est rarissime un ensemble comme ça. Ce sont toutes machines à vapeur américaines.
Mais ça veut dire que depuis 94, ça remonte maintenant à une trentaine d'années, elle n'avait plus fonctionné. Alors une machine énorme comme ça qui ne fonctionne plus, ben, il n'y a plus moyen de faire bouger quoi que ce soit. Hein. Et donc nos bénévoles qui commençaient tout doucement à avoir épuisé leur possibilité d'intervention sur les machines textiles du premier étage, se sont attaqués aux machines à vapeur. Dans les règles de l'art, hein, on n'a rien abîmé, vraiment rien du tout, mais il a fallu toutes les démonter, les décrasser, et ce n'était pas en les faisant baigner dans du coca hein, uniquement, il faut imaginer les machines colossales que c'était, l'Atretex a donné au fameux coup de main aussi. Et petit à petit, ces machines ont recommencé à fonctionner, évidemment plus à la vapeur, puisqu'il n'y a plus d'alimentation de vapeur, ni par les chaudières, ni par l'intervapeur qui s'est arrêté. Donc elles fonctionnent comme c'est le cas dans beaucoup de musées, avec des petits moteurs électriques très discrets, on ne les voit pas, ils sont en dessous des machines. Et là, on a encore obtenu des aides de la région wallonne pour acheter ces moteurs électriques. On ne vit que de ça, de petits subsides au coup par coup. Ça nous a permis d'inviter deux ministres, la ministre du patrimoine pour la région wallonne et le ministre-président de la communauté française, M. Joëlet, qui trouvait que c'était vraiment quelque chose de positif pour le rayonnement de la culture. C'est une culture technologique hein, assez exceptionnelle. Ça c'était vers 2001 déjà je crois, c'était encore l'époque des masques et compagnie. Et aujourd'hui, 2021, oui je me trompe en disant 2001, et aujourd'hui les 6 machines plus la petite machine hydraulique refonctionnent. C'est chaque fois tous les visiteurs qui voient ça, que ce soit le grand public, hein, à chaque journée porte ouverte on a environ 800 personnes, ou que ce soit des spécialistes, on a des spécialistes qui viennent de Flandre, qui viennent de France, qui viennent voir ça, tout le monde ressort ébahi. C'est probablement un ensemble qui mériterait d'être classé soit comme monument, puisqu'elles sont d'une certaine façon immobiles, hein, soit comme trésor de la Fédération Wallonie-Bruxelles, hein, c'est vraiment un trésor exceptionnel. Ça a été fort important. Et un autre tournant qu'on a pris à ce moment-là, pour un peu soutenir le mécénat, puisqu'on vit des subsides publics, mais on essaie aussi d'avoir des aides du privé. Nous avons créé 2-3 ans plus tard, en 2020, un prix, le prix William Cockerill. Donc William Cockerill, c'est cet Anglais, le père de John Cockerill, qui a lancé la révolution industrielle à Verviers, et il a construit des assortiments de machines en bois à l'époque avec un peu de fonte et les premiers assortiments de machines construits sur le continent européen, il y en avait une à Gand mais elle avait été importée clandestinement d'Angleterre. Ici Cockerill les a reconstruits de mémoire et ça a permis à Verviers d'avoir une longueur d'avance. Donc on a créé ce prix William Cockerill que nous remettons chaque année à un industriel ou autre qui fait un mécénat pour le solvant. Donc la première année, ça a été quelqu'un qui nous avait aidé à amener des trams au solvant. Donc c'est pour ça que nous parlons pourquoi est-ce qu'on parle de pôle d'archéologie industrielle? Un pôle d'archéologie industrielle, ça veut dire qu'il y a plusieurs choses. Donc il y avait nos machines textiles, nos machines à vapeur, et puis voilà que sur la proposition d'un modéliste, hein, quelqu'un qui est amateur de petites trames comme ça, mais en général c'est des gens qui adorent aussi les trames, donc M. Hofschumer, qui est un archéologue, c'est lui qui s'occupe du château de Franchimont depuis 50 ans, c'est lui aussi qui s'occupe d'étudier les charpentes de toute la France, c'est un spécialiste des charpentes de Notre-Dame de Paris par exemple. Patrick Hofschumer qui est de Theux, me propose d'aider au sauvetage de trams historiques verviétois qui se trouvaient en très mauvais état dans une réserve des musées du transport de Liège, une réserve qui était dans un tunnel à proximité du Grand Cursus, un tunnel malheureusement vandalisé. Et M. Loureau, le directeur des trams, enfin du musée des trams, devait impérativement trouver une solution pour une trentaine de machines. Mais c'est énorme, hein, trouver de la place pour une trentaine de machines comme ça, à gauche, à droite.
Et nous avons proposé, enfin Patrick Hofsumer a proposé de rapatrier à Verviers 2 trams qui avaient circulé sur le réseau urbain verviétois. Et un mécène a payé le transport d'un des 2 trams. Il s'agissait de M. Bolette de Green Construct, c'est lui qui a eu le premier prix William Cockerill. Non seulement parce qu'il a payé le transport d'un des 2, mais il a aussi pris en charge un 3e tram qui est encore dans ses ateliers, le plus ancien des 3. Donc c'est des trams qui sont presque centenaires. Hein. Un est des années 20, un est des années 30. Et depuis 4 ans, il y a une nouvelle équipe au Solvant. C'est toujours les bénévoles du Solvant. Certains sont passés des machines textiles aux machines à vapeur, puis aux trams maintenant, et d'autres sont venus de Franchimont aux trams. Et ils restaurent les trams avec l'aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est vraiment important de le souligner. Donc là, c'est la communauté française, comme on dit, qui paye ça, hein, qui met une quinzaine de milliers d'euros. C'est ce qu'il nous faut pour le matériel. Mais alors, c'est vraiment du travail tous les vendredis. Et aujourd'hui, on a des photos avant-après, c'est extraordinaire. Il y a un des 2 trams qui est quasiment achevé. Alors, nous espérons même pouvoir réinstaller des rails à l'intérieur du Solvant et mettre le tram sur les rails. Ce sera vraiment quelque chose de très bien. Pour le moment, il n'y a que la sonnette qui marche, mais à chaque fois qu'on fait les journées portes ouvertes, on entend toute la journée les gosses qui font aller la sonnette. Mais voilà, dans quelques mois, un des 2 sera terminé et puis l'équipe va s'attaquer au 2e, quoi. Les machines d'imprimerie sont arrivées peu après les trams. Donc les trams, c'était fin 2018-2019, dans ces eaux-là. Et quelques mois après, la région wallonne a enfin amené la collection de machines d'imprimerie. Et je ne dis pas enfin pour critiquer, la région wallonne a fortement investi, l'Agence wallonne du patrimoine, pour sécuriser les lieux, pour solidifier et sécuriser la dalle sur laquelle se trouvent nos machines textiles, mais qui est aussi le plafond en dessous duquel elles mettaient ces machines d'imprimerie. Donc il y a eu des gros investissements de la part de la région wallonne. Il faut reconnaître qu'on est bien aidé par les pouvoirs publics, avec la ville aussi qui soutient tout le temps pour des vidéos, pour nos journées portes ouvertes. Enfin, on est très très bien soutenus. Les machines d'imprimerie sont arrivées, donc il faut imaginer une centaine de machines d'imprimerie, c'est très 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 imposant. Je les ai vues arriver, on m'avait demandé de rester discret à l'époque, mais c'était logique, hein, il y a des gens qui sont intéressés par la ferraille comme ça, hein, donc ça s'est fait relativement discrètement, mais c'est difficile que des bons journalistes ne soient quand même pas au courant qu'il y a un camion qui passait au Solvant et on n'amène pas des collections de timbres. Hein. J'ai vu toutes les machines s'installer là, et puis, à mon grand étonnement, j'ai vu qu'on les emballait. L'idée de la région, enfin, étant, on les emballe parce qu'on n'a pas de projet pour le moment. Alors, depuis 3-4 ans, la région, l'Agence wallonne du patrimoine a d'autres chats à fouetter. Hein, elle a des grands dossiers de restauration, encore sur l'abbaye de Stavelot, sur l'abbaye de Villers, sur l'abbaye d'Aulne, enfin énormément de dossiers sur des propriétés de la région wallonne, Bois du Luc. Et donc le Solvant, ce n'est qu'une réserve, quoi. Donc les machines sont toujours là, emballées, et d'après des gens qui viennent régulièrement nous interroger dessus, ce n'est pas bon qu'elles soient emballées de manière aussi hermétique. Il est possible qu'à l'intérieur, mais on ne va jamais voir nous, hein, il est possible que ça s'abîme. Alors notre projet personnellement au comité scientifique, ce serait d'obtenir un accord avec l'Agence wallonne du patrimoine. J'ai bon espoir que ça finisse par se concrétiser, pour qu'on puisse déballer ces machines, mettre un autre type de protection dessus, du géotextile, c'est ce qu'on met sur nos machines d'imprimerie, donc ça s'enlève facilement. Ça protège, mais ça s'enlève facilement, et que lors de visites de groupe, tous les vendredis, hein, on peut contacter et faire des visites de groupe en bonne saison ou lors de journées portes ouvertes, les gens puissent quand même voir ces machines d'imprimerie pour lesquelles nous avons un inventaire complet, et l'historien des techniques qui a fait cet inventaire est membre de notre comité scientifique, donc on a une expertise là-dedans aussi. Ça veut dire qu'on aurait un quatrième aspect
d'archéologie industrielle, sachant qu'il y en a encore d'autres qui sont arrivés depuis. Il y a d'autres projets. Tout récemment, enfin il y a un an, hein, mais comme historien on voit toujours les choses un peu de grande échelle, donc il y a quelques mois, un an et demi, à l'occasion de la fin de la production de pompes, les pompes qui étaient construites aux ateliers de construction d'Orzival, ACE. Puis c'est devenu Sulzer et ça s'est installé au Plénès. Et il y a un an ou deux, la production a arrêté. Alors nous avons pris contact via quelqu'un qui travaillait là avec des cadres de l'entreprise en leur demandant n'envoyez pas tout à la ferraille. L'usine en question vendait tout hein, aux enchères et ça pèse. Essayez de nous donner une sélection de pompes. Il faut savoir que les ateliers de construction d'Orzival étaient un des leaders mondiaux dans les pompes. Alors c'est des pompes pas nécessairement très grosses, hein. Certaines sont comme mon bureau, d'autres sont plus petites. Un charbonnage, par exemple le charbonnage de Bléigny, il y a des centaines de pompes d'Orzival un peu partout dans le charbonnage. C'était vraiment très important comme type d'industrie. Et donc là, les pompes pour le moment sont alignées dans la cour en face des trams, elles sont à couvert. Hein, et là, il faut que nous fassions un minimum de valorisation de cela. Autre projet, mais qui est en train de s'achever, ce sont les vidéos comme celles que les gens sont en train de regarder pour le moment. C'est-à-dire que nous avons obtenu de la ville et de la région des crédits pour réaliser une quinzaine de vidéos qui expliquent le fonctionnement des machines à vapeur et le fonctionnement des machines textiles. Et là, ce sont des techniciens qui parlent. Si bien qu'on conserve la mémoire des gens qui ont travaillé dessus. Dans un cas, c'est un ingénieur textile, dans l'autre cas, c'est celui qui a mené la restauration des machines à vapeur. Donc, conserver la mémoire des gens qui ont travaillé, c'est vraiment fondamental. On accumule de la documentation pour le moment sur les chaudières et le bâtiment dans lequel se trouvait, le solvant avait sa propre centrale électrique. Avant d'être raccordé à l'électricité, il produisait sa propre électricité pour faire fonctionner son usine et pour éclairer le tout. Nous savons où ça se trouvait. Les machines à vapeur qui produisaient l'électricité, qui faisaient tourner tout ce bazar, ont disparu dès les années 20, donc lors du raccordement à l'électricité, mais on sait où elles étaient, on a les plans. On les a reconstruites de manière virtuelle et là l'objectif c'est dans cet espace-là de recréer, appelons ça la salle de l'énergie, de l'énergie de jadis, avant le raccordement à l'électricité. Alors pour tout ça, il faut évidemment avoir accès à ce bâtiment où sont donc la forge. Là aussi ils produisaient leurs propres outils et ils les réparaient, etc. La forge, les chaudières et la centrale électrique. Et là, c'est ultra positif. La ville de Verviers est en train de racheter la totalité du site du solvant, donc derrière les bâtiments historiques. Si ça se fait, l'idée est de valoriser cet immense espace qui est un site reconnu comme un site prioritaire par la région wallonne, donc de le valoriser d'une façon ou de l'autre, hein, en partie parc, en partie reconstruction, etc. Mais avec deux objectifs culture aussi. Le bâtiment de la forge et des chaudières et de l'électricité sera également confié au comité scientifique pour sa valorisation. Donc bingo, c'est vraiment, il y aura quelque chose de totalement cohérent. Et la cheminée ne sera jamais détruite. La cheminée tient très bien, il n'y a aucun danger. Donc c'est une des dernières cheminées qui existent encore à Verviers, puisque beaucoup ont disparu quand on a créé l'intervapeur dans les années 30. Donc une immense centrale de production de vapeur à 500-600 mètres de là qui produisait de la vapeur pour toutes les usines. À cette occasion-là, beaucoup d'usines ont fait tomber leur cheminée. Ici au solvant, elle est là depuis 130 ans aussi. Donc ça, c'est un des grands projets d'avenir où on a bon espoir que la ville aboutisse, et tous les spécialistes qui viennent voir le solvant disent qu'il ne faut évidemment jamais détruire ce petit morceau que malheureusement on n'avait pas réussi à faire racheter par les pouvoirs publics en 2017. Donc ça c'est une très belle avancée.
nous accumulons petit à petit des photos d'anciens travailleurs du solvant, il y a des gens qui nous en donnent. Donc on va tenter de publier un petit ouvrage grand public avec l'histoire du solvant, l'explication des collections, un peu tout ce que je dis pour le moment. On a un catalogue complet des machines textiles, mais ça c'est la région qui l'a publié. Peut-être qu'on aura un jour un volume 2 avec le catalogue des machines d'imprimerie. Donc voilà un peu tous nos projets. Un dernier grand projet, mais il y en a tout le temps des grands projets. On imagine une fois que les bâtiments, donc maintenant ils sont définitivement sauvés, il n'y a plus besoin d'énormes investissements, mais pourquoi pas, je l'ai dit, les faire classer comme monuments ou comme trésors, ça c'est un aspect, ce serait une belle reconnaissance pour tout le travail qui a été fait sur une vingtaine d'années. Tous les vendredis, les bénévoles sont sur place et si quelqu'un veut en profiter pour organiser par exemple une visite de groupe autant que possible, pour ne pas mobiliser les bénévoles pour un couple, c'est l'occasion. Le vendredi, il faut appeler dans ce cas-là le responsable de toute l'équipe des bénévoles, donc Jacques Tenard, à son téléphone et lui à chaque fois il se coupe en 4 pour accueillir les gens ou des photographes ou des choses comme ça. Donc je crois qu'il y a moyen de s'informer de manière régulière, quoi.